Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'un truc en plus, épisode E, qui sera donc l'épisode final de notre saison 1 qui avait pour but de vous introduire à la théorie de Galois. Et aujourd'hui, petit épisode tout tranquillou, puisqu'on va juste ouvrir un petit peu les horizons par rapport à la théorie de Galois. Permettez-moi dans un premier temps de faire quelques rappels. Yo! Ça va? Ouais, ça va, ça va. Je me posais une question. Tu saurais où se trouve ma veste? Je suis en train de la chercher là depuis tout à l'heure. Comment dire? Bah, c'est pas simple à dire, mais c'était dans un de mes bagages pour revenir en France et je me le suis fait voler. Attends. Que- comment ça, voler? Ouais. Non, c'est pas vrai. Putain, fais chier, quoi. Ouais, fais chier, comme tu dis. Bon, bah, je fais quoi maintenant? Bah, on peut juste croiser les doigts pour que ce soit pas juste un vol, hein, mais j'ai malheureusement l'impression que il sera perdu, quoi. Chercher une autre veste, j'imagine? Oh, c'est pas vrai. Ok, ouais, tu peux. Je pense qu'il y a une belle veste rouge là. Tu peux peut-être la prendre. Tu parles de la veste rouge? Si tu arrives à la trouver, je crois qu'elle est quand même bien cachée. Donc, je crois que je vois de laquelle il s'agit. Je vais la chercher. Ok, je reviens. En tout cas, là, j'avance dans l'enregistrement, puis tu nous rejoins dès que tu peux, hein, pas de souci. Je vais avancer dans les rappels, et puis voilà, pas de problème. Prends ton temps pour trouver. Mais il me semble que c'est dans les affaires, là, cachées par là. Voilà. Ouais, t'inquiète, à tout à l'heure, ça marche. Bref, quelques rappels sur les différents épisodes que nous avons pu parcourir. Donc, je vous avais introduit tout ce qu'il vous fallait pour comprendre la théorie de Galois. L'enjeu étant essentiellement un gros résultat, appelé le résultat d'Abel-Galois, qui affirmait qu'il existait des équations polynomiaux de degré supérieur ou égal à 5 qui n'ont pas de solution, qui ne sont pas résolubles par radicaux. Qui ne sont pas résolubles par radicaux. Et donc résolu par radicaux, ça signifiait que les racines puissent s'écrire sous la forme d'une expression faisant intervenir de l'addition, de la multiplication, de la division entre les coefficients de notre polynôme et des racines énièmes. Voilà, donc il faut faire intervenir des racines énièmes, tout ça. Et bien malheureusement, dès qu'on travaille avec des polynômes de degré supérieur ou égal à 5, eh bien ça n'est pas possible. Et tout l'enjeu était essentiellement de constituer un exemple pour lequel les choses ne fonctionnaient pas. Et cet exemple se basait sur le fait que le groupe symétrique S5, parce que le groupe A5, le groupe symétrique S5, hein, donc le groupe des symétries, putain, le groupe symétrique d'ordre 5 est simple. Oh putain. N'est pas résoluble par radicaux, pardon. Hop. Ok. Alors, tout l'enjeu de la démonstration de ce résultat, c'était essentiellement de vous donner, de vous expliciter un exemple de polynôme pour lequel, malheureusement, on ne peut pas résoudre par radicaux. Et tout s'est joué à des questions de groupes de Galois. Donc, les groupes de Galois associés à un certain polynôme, c'est en fait le groupe des isomorphismes de corps que l'on peut faire sur notre corps qui sera une extension de corps par rapport au corps de base sur lequel on travaille tel que ça rend invariant point par point le corps de base. Donc en fait essentiellement ça joue sur l'interaction des différentes racines entre elles dans le polynôme. Et tout l'enjeu était essentiellement de trouver un polynôme, donc trouver un polynôme de degré 5 tel que polynôme degré 5, un polynôme bien sûr dans Q crochet X, tel que son groupe de Galois, donc Gal sur le corps Q de P, ce soit isomorphe
au groupe symétrique, étant donné que ce groupe symétrique n'est pas résoluble. Donc le fait que ce ne soit pas résoluble, c'est le fait de ne pas pouvoir trouver une espèce de suite de sous-groupes distingués qui décroît et tels que les quotients sont étape par étape abéliens. Et le fait que ces différents quotients soient abéliens, ça s'interprète comme l'existence d'avoir des racines énièmes par rapport aux éléments qu'on est en train d'étudier. Donc bref, tout l'enjeu c'était essentiellement ça, et au fur et à mesure des épisodes, je vous ai d'abord parlé de la chose dans son ensemble, je vous ai ensuite donné des exemples d'études de groupes de Galois et d'extension de corps, puis j'ai commencé à parsemer avec Benjamin 2, à parsemer un exemple de polynôme pour lequel le groupe de Galois serait S5, puis ensuite on a parlé justement de la résolubilité des groupes et le fait que ce groupe-là n'étant pas résoluble, on conclut que notre équation polynomiale n'est pas résoluble par radicaux. Donc tout l'enjeu était là-dessus, et pour trouver ce type de polynôme, il a fallu déterminer un polynôme pour lequel on a une racine qui, sous l'action de S5, ou en tout cas sous l'action des conjugaisons qui sont possibles par rapport à Q, eh bien, nous donne le groupe des symétries, donc, le groupe des symétries S5, donc c'est-à-dire qu'on peut faire permuter toutes les racines qui sont en jeu dans notre polynôme. Et il y avait un enjeu aussi d'avoir des racines conjuguées, blablabla. Je ne rentre pas dans tous les détails on les a déjà fait. Donc aujourd'hui, on va juste gentiment discutailler de différentes choses que l'on pourrait faire par rapport à la théorie de Galois. Super. Elle me va toujours très bien. Cool, tu as réussi à le trouver assez rapidement. Super. Vas-y, installe-toi. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Vas-y, continue. Y a pas de problème. Ouais, je sais, je suis en short, hein. On est en été quand même. Bref, vas-y, continue. On va continuer. Je viens de terminer les rappels. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans les rappels, je pense que c'est pas utile. Je vais passer à l'ouverture, tu pourras compléter un petit peu mes dires. Ok. Donc, concernant l'ouverture, j'ai déjà écrit 2-3 choses au tableau. Il y a des choses que je n'ai pas écrites, mais que je vais simplement dire à l'oral. Je pense que ça sera amplement suffisant pour cet épisode. Donc, une question qui peut se soulever des suites des épisodes précédents par rapport au fait qu'on cherchait des polynômes résolubles par radicaux ou pas, et que malheureusement on trouve à partir de degré 5 des polynômes qui ne sont pas résolus par radicaux. Une question naturelle qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existerait d'autres méthodes de résolution? Et cela a été étudié par différents mathématiciens. Un premier, s'appelant Gérard, qui a trouvé une façon de résoudre les choses par des ultra-radicaux. Alors j'ai pas eu trop le temps de checker ce que sont ces choses-là, si tu peux compléter Benjamin 2. Alors ouais, je peux dire 2-3 petites choses en plus. Donc les ultra-radicaux, qu'on appelle également radicaux de Brinks, en espérant ne pas trop mal prononcer son nom. Le principe est globalement le suivant, vous avez une équation polynomiale en x, de degré quelconque, éventuellement de degré 5 pour l'exemple, et puis vous allez effectuer une déformation de ce polynôme, qui va faire intervenir de nouvelles variables. Donc là, ici en l'occurrence, une nouvelle variable, on va dire un nombre complexe t. Et l'objectif, ça va être de déterminer des valeurs de t pour lesquelles le polynôme en x va admettre des racines multiples. Et ce qui va nous intéresser davantage, ça va être la valeur de t dont le module sera maximal. C'est ça qu'on appelle notamment le radical de Brinks de l'équation polynomiale qui serait en jeu. Et puis, en fonction de l'expression qu'on obtient pour ce t, eh bien, on est capable de déterminer des expressions pour les solutions de l'équation en x. Alors oui, ça demanderait quand même pas mal d'autres petites choses. D'ailleurs, là, on est dans un cadre de vulgarisation, donc on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Il va falloir avoir des connaissances plus poussées en analyse complexe, notamment, mais aussi à expliquer plus explicitement ce qu'on entend par déformation, parce que oui, ça aussi, ça a quand même sa technicité. Mais voilà, pour des raisons de vulgarisation et de raccourcissement de vidéo, si je puis dire, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Mais globalement, il faut vraiment comprendre qu'il faut, à partir de votre équation polynomiale en x, se lancer dans une déformation de ce polynôme et jouer avec cette déformation pour faire intervenir des racines multiples en x. Et grâce à ces racines multiples et à l'expression des t qui satisfont à cette propriété-là, pour assurer que le discriminant est nul, eh bien, on arrive à donner des expressions pour les racines de notre polynôme de degré 5, voire plus, par rapport au contexte. Voilà, donc c'est ça, globalement, l'idée des radicaux de Brinks. Je pense que tu peux continuer. Super. D'autres mathématiciens se sont aussi penchés sur la question de résoudre en utilisant d'autres outils, comme par exemple des outils géométriques, en utilisant des
symétrie de l'icosaèdre. Je te coupe 2 secondes. Pour ceux qui se poseraient la question de ce qu'est un icosaèdre, eh bien c'est tout simplement un polyèdre régulier à 20 faces. Et voilà tout simplement à quoi ça ressemble. Ou encore un peu de théorie de Galois, mais encore aussi des fonctions elliptiques. Alors une fonction elliptique, c'est ce qu'on appelle une fonction méromorphe, qui va de C vers C, donc c'est-à-dire une fonction très régulière, qui doit satisfaire à une petite propriété de non-déformation selon certaines translations. Pour être un tout petit peu plus précis, si vous prenez A et B, deux nombres complexes tels que la fraction entre ces deux nombres n'est pas réelle, eh bien, vous allez demander à ce que votre fonction soit invariante par translation en fonction de A et par translation en fonction de B. Donc, autrement dit, f de z égale f de z plus A égale f de z plus B. Tu peux poursuivre. Donc, malheureusement, les expressions qui interviennent des suites de l'utilisation de ces choses-là, ce sont des expressions horribles et inutilisables. Vraiment, à l'image, l'idée était d'utiliser un peu de linéarisation comme on le ferait en trigonométrie, mais malheureusement, ça donne des formules très horribles et difficilement utilisables. Pensez d'ailleurs aux formules de Cardan, qui sont des exemples de formules de résolution de polynômes de degré 3, qui sont ok, sympathiques, qui vous disent que oui, il existe des expressions pour ces polynômes, mais qui en soi ne sont pas très utilisables, malheureusement. Bref, et il y a une autre méthode de résolution beaucoup plus récente, hein, elle date de l'an dernier, utilisant des séries entières et de la combinatoire. Cette méthode de résolution qui vraisemblablement marche, peu importe le polynôme qu'on aurait en jeu. Donc là, je vous donne vraiment le résultat qui a été énoncé, mais c'est des suites de normalisation que l'on peut effectuer sur les données. Donc, en effet, Wilberger et Rubin proposent une résolution utilisant des nombres de Catalan et ceux qui sont appelés aussi hypercatalans. Alors, juste pour dire quelques mots sur les nombres de Catalan, ce sont des nombres que nous avons déjà croisés sur la chaîne, et je pense que ça peut ne pas faire de mal d'en parler davantage, puisque là c'est un point de combinatoire, et comme je suis un combinatoriste, il va de soi que je parle de combinatoire. Donc, les nombres de Catalan, eh bien les nombres de Catalan sont des nombres qui permettent de dénombrer énormément de familles d'objets assez particulières et qui, en fait, sont des objets qui apparaissent dans énormément de contextes à la fois algébriques, géométriques et plein d'autres choses. Par exemple, les nombres de Catalan, ça permet de dénombrer les triangulations d'un polygone. Donc les triangulations d'un polygone convexe. Donc par exemple, voilà un exemple de triangularisation ou trigonalisation. Donc ça signifie que je découpe mon polygone en triangle à l'aide de diagonales de ce polygone. Et donc voilà, eh bien, les nombres de Catalan, si on donne une étiquette à une des arêtes, en disant on numérote les sommets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 1, c'est la même chose, eh bien, on a un nombre de Catalan qui apparaît comme étant le nombre de triangularisations de notre polygone. Il y a d'autres possibilités de dénombrement, comme des partitions non croisées, comme des chemins de Dick, comme il y a également donc les expressions bien parenthésées. Donc expression bien parenthésée, etc., etc. On en a déjà parlé un petit peu, je crois que c'était dans un Parlons Maths, je ne sais plus quel est le numéro, mais il y a eu un Parlons Maths qui s'appelait Bienvenue à Catalande. Et je vais vous mettre le lien en description si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil plus intensément. Donc les nombres de Catalan, leur expression est 1 sur n plus 1 fois le coefficient binomial n parmi 2n. Et de manière assez intrigante et étonnante, les nombres de Catalan ici, et une généralisation d'entre eux, qui sont appelés les nombres hypercatalans, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, permettent de déterminer des racines d'une expression polynomiale. Donc là, notamment, si on a une expression polynomiale normalisée, commençant par 1 moins alpha, puis ensuite on a des puissances de alpha faisant intervenir d'autres coefficients T2, T3, etc., on peut exprimer les racines ou la racine alpha en fonction de ces nombres hypercatalans
et de ce t, ces différents ti qu'on met à la puissance mi, comme vous pouvez le voir. Alors, pour la faire une nouvelle fois très courte, les nombres dits hyper-catalans, c'est une généralisation des nombres de catalans. Alors, il en existe déjà plusieurs, des généralisations de catalans, comme les nombres de Fous catalans. Eh bien, en fait, c'est un petit peu dans la même veine. Pour les nombres de catalans, il s'agit en soi de compter le nombre de découpages avec que des triangles d'un polygone régulier à n plus 2 côtés, avec normalement un des côtés qui va être marqué. L'idée de hypercatalan, c'est que au lieu de ne faire que des triangles, on peut dire exactement combien de triangles on veut avoir, combien de quadrilatères on veut avoir, combien de pentagones on veut avoir, etc. etc. et à la fin, faire le nombre de découpages possibles du grand polygone que nous avons en fonction de ces nombres-là. Donc par exemple, on pourrait dire, bon, même si je ne sais pas trop si c'est faisable, mais admettons, vous avez un polygone à 10 côtés et vous voulez savoir combien il y a de moyens de le découper avec 3 triangles, 2 quadrilatères, un pentagone et puis peut-être un hexagone. Voilà. Bon, peut-être que c'est pas possible hein, ce que je viens de proposer, mais c'est exactement dans cette veine-là, les nombres de hypercatalans. Vous fixez le nombre de chacun des polygones que vous voulez avoir dans votre découpage et vous comptez le nombre de découpages que vous pouvez faire de votre grand polygone en fonction de ces paramètres. Voilà. Je te laisse poursuivre. Donc c'est assez intriguant comme résolution et vraisemblablement c'est une résolution qui marche pour n'importe quel polynôme et n'importe quel degré. Encore une fois, il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément très agréables comme l'expression de ces choses-là, qui reste encore une expression difficilement utilisable, mais qui permet quand même d'avoir une expression d'un point de vue informatique quand même assez proche de la solution que l'on souhaite obtenir. Et ce, sans chercher à utiliser de la dichotomie ou des choses de ce genre-là. Là, il y a vraiment une expression que l'on peut utiliser exactement à l'image de calculer des arctangentes, calculer des exponentielles, tout ça. On peut utiliser leur développement limité pour pouvoir avoir une estimation de la valeur que l'on cherche à obtenir, comme exponentielle de 1, voilà, ces choses-là. Et bien là, pareil, on peut utiliser ces expressions-là, d'un point de vue informatique, pour approximer les solutions via une expression qui, vraisemblablement, est l'expression exacte des racines d'un tel polynôme. Alors bien sûr, il y a des choses, il y a des paramètres que l'on peut changer dans cette affaire-là, mais je passe les détails. Je pense que l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de cet épisode, c'est vraiment juste de vous ouvrir un peu l'esprit, de vous dire, ben voilà, il y a aussi d'autres possibilités de résolution. Alors il y a d'autres trucs tout aussi intéressants dont on peut parler en lien avec la théorie de Galois, et c'est notamment le problème inverse de Galois. Alors qu'est-ce que c'est que le problème inverse de Galois? L'idée générale est que vous me donnez un groupe. Est-ce qu'il existe un polynôme? Un polynôme et un corps, donc j'imagine, bon, on peut supposer que le corps c'est les rationnels. Est-ce qu'il existe un polynôme à coefficient rationnel tel que son groupe de Galois, par rapport au rationnel, ce soit exactement le groupe que je veux? Voilà, ça c'est une question qui se pose par rapport au problème inverse de Galois et qui a beaucoup d'applications, notamment par exemple vis-à-vis du Rubik's Cube. Voilà, en effet, il y a l'existence d'un groupe de Galois qui, enfin d'un polynôme qui peut permettre de encoder le groupe qui serait lié aux différentes permutations que nous amène à faire la résolution d'un Rubik's Cube. Il y a des cas un peu simples comme les groupes abéliens où on peut tout de même s'en sortir assez aisément, bon, pas totalement, mais assez aisément avec les polynômes de la forme x puissance n-1. Hein. Donc c'est la résolution de ces polynômes-là, par exemple, nous fait intervenir les groupes abéliens de la forme z sur nz, tout ça, tout ça. Mais est-ce que n'importe quel groupe, et c'est ça la chose difficile, il n'y a pas de solution connue à ce jour, mais est-ce que n'importe quel groupe, on peut constituer un polynôme tel que son groupe de Galois? C'est exactement le groupe qu'on veut. C'est très intéressant ce problème inverse de Galois. Alors, il y a déjà eu des cas de figure qui ont été résolus, comme par exemple le cas où le groupe est abélien fini. Donc en effet, si vous avez un groupe de la forme z sur nz et produit cartésien de ces choses-là, eh bien on est capable de construire un polynôme qui satisfait à cette propriété, c'est-à-dire le groupe de Galois est exactement le groupe abélien que vous aviez au départ. Il y a d'autres cas de figure qui ont aussi déjà été réglés, plus ou moins explicitement, comme les cas de figure où le groupe c'est le groupe symétrique à n éléments, ou alors le groupe est un groupe sporadique, donc c'est une famille de groupes très particulière dont les représentations se comportent de manière très bizarre. Parmi ces groupes-là, on retrouve notamment les groupes de Mathieu ou aussi le groupe appelé de manière rigolote groupe monstre, mais c'est pas pour rien qu'il s'appelle groupe monstre. Bref,
Voilà, il y a déjà des familles de groupes pour lesquelles le problème a été résolu, mais on n'a pas une preuve uniforme, une preuve qui fonctionne pour n'importe quel groupe que nous aurions sous notre main, même juste n'importe quel groupe fini. Ça reste globalement un problème ouvert. Alors, il y a, il me semble, Notaire qui a proposé une idée de résolution utilisant un théorème d'irréductibilité de Hilbert, il y a quelques années de ça, voire même peut-être siècles. Et bon, bah, c'est vrai que depuis, on a un peu de mal vraiment à avancer dans la résolution complète de ce problème. Problème qui trouve beaucoup d'applications, notamment par exemple des applications de résolution du Rubik's Cube. Voilà, il y a vraiment des applications de ce type-là qui se cachent derrière la résolution de ce problème inverse de Galois. Et bon voilà, globalement, ça reste un problème ouvert, même s'il y a pas mal de cas de figure qui ont déjà été traités. Et c'est des cas de figure plus ou moins importants, notamment déjà le groupe symétrique, ça fait partie des cas assez importants qui permettent de résoudre partiellement ou peut-être même déjà totalement le problème du Rubik's Cube. Mais il y a vraiment d'autres trucs qui peuvent découler de ce gros problème d'inverse de Galois. Et voilà, globalement, c'est encore un problème ouvert et très difficile à résoudre. Je te laisse continuer. Il y a un autre truc que je n'ai pas écrit, mais bien sûr, il y a aussi des liens avec des surfaces. Il y a des notions de surface galoisienne, ce genre de choses, parce qu'en effet, avoir un polynôme, si je regarde les lieux d'annulation d'un certain polynôme, un polynôme plutôt bien choisi, plutôt régulier, cela peut donner la définition d'une surface sur R3. Donc si j'ai un polynôme à 3 variables, par exemple, ça peut donner lieu à des surfaces. Et il y a des conditions pour que ces surfaces soient plutôt bien formées, et donc on appelle ça des surfaces riemanniennes, etc. Bref. Et il y a la possibilité de faire intervenir des groupes de Galois dans ce cadre-là. C'est vraiment très joli à voir. Bon, j'ai pas beaucoup plus de connaissances, peut-être que tu peux compléter un petit peu. Alors là, non, pour le coup, j'ai pas beaucoup plus de connaissances que toi, ce qui devrait plus ou moins être rassurant, j'ai envie de dire. Mais ouais, tu l'as très bien dit, il y a des questions de surface et d'action de groupes de Galois sur ces surfaces ou sur les courbes par rapport à cette surface. Voilà, et bon, j'ai pas plus de connaissances que ça. C'est vraiment des applications de type géométrie algébrique qui peuvent être intéressantes à creuser. Mais voilà, je pense que laisser les choses comme ça en surface, sans mauvais jeu de mots, c'est déjà pas mal. Ok, merci. Mais voilà, c'est un très joli pendant qui pourrait être pas mal à creuser aussi, vis-à-vis des groupes de Galois. Il y a certainement d'autres directions très jolies à peut-être aller voir, à aller découvrir vis-à-vis des groupes de Galois. Voilà, mon objectif, et notre objectif, je devrais dire, notre objectif était essentiellement de vous introduire à la notion de Galois, à toute la théorie de Galois et tout ce qui sont autour, toutes les choses qui sont autour de Galois. Et je pense que nous avons plutôt bien rempli notre mission. Ouais, je pense aussi, ouais. Super. Eh bien, vas-y, viens, joins-toi à moi. Bah ok, allez, ouais, c'est parti. Eh bien, ce fut un plaisir de mener à bien cette première saison d'un truc en plus. T'as quelque chose peut-être à ajouter? Non, bah écoute, pas grand-chose, c'est un plaisir partagé, je suis très content de pouvoir participer à ces vidéos avec toi et puis essayer d'apporter justement un petit truc en plus dans ces vidéos, voilà, pourvu que ça dure. Eh bien super, super. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour nous soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. Il y aura 2 nouvelles vidéos qui vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et puis, sur ce, on vous retrouve pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.